et on va démarrer cette séance des lundis numériques. Euh, je suis désolé, je suis obligé de rester masqué aujourd'hui. Euh, nous sommes très heureux de recevoir Thomas Van de Waal, qui est directeur du numérique et de la conservation aux Archives nationales sur le site de Pierrefitte. Euh, c'est un directeur qui a eu un parcours très numérique, au moins depuis le début des années 2010. En 2012-2014, vous avez été responsable du département de l'archivage électronique et des archives audiovisuelles aux Archives nationales. Euh, Puis directeur du projet Adamante, lancé en 2015 et qui s'est achevé en quelque sorte en 2021. Peut-être que certaines et certains d'entre vous ont été sollicités pour tester cette interface pour consulter des archives. J'ai souvenir moi, d'avoir consulté les entretiens d'une costumière Tout à fait. de l'opéra, je crois. Voilà, où on avait à la fois une version, on y reviendra sans doute, mais une version audio, une version papier, les différents, enfin papier, je recommence, une version texte, pardon, les différents formats. Donc ça, c'était le projet Adamante, qui était l'acronyme était administration, j'ai noté parce que administration des archives et de leurs métadonnées aux archives nationales dans le temps, le dans le temps étant sans doute le problème principal. Et puis donc 2021-2023, vous avez été directeur adjoint du numérique et de la conservation. Et puis depuis donc 2023, directeur du numérique et de la conservation. Euh, en préparant un peu la séance, j'ai été plongé quand même dans les affres. Donc, j'imaginais en tout cas vos affres sur comment on arbitre les choix pour archiver les données de la nation pour les années à venir. On reviendra sur ça, mais voilà, en tout cas, il me semble que c'est quand même pas mal de questions vertigineuses. Et on avait intitulé cette séance politique d'archivage, c'était aussi l'idée de savoir un peu comment on arbitre, comment on fait des choix. Est-ce qu'on multiplie les bricolages, ou au contraire, on essaye de développer un modèle unique. Enfin, tout ça, évidemment, dans un contexte où la massification de la production d'archives numériques est évident. Enfin, voilà, et ça ne cesse quasiment chaque mois d'augmenter. L'arrivée de l'IA a multiplié encore la production à partir des productions déjà existantes. Et puis une mutation des manières de consulter des archives et de les traiter, qui quand même, évidemment, est importante. J'imagine qu'on y reviendra. On voulait aussi vous entendre parce que par rapport à aux travaux, en fait, et aux interventions qu'on a régulièrement ici, il y avait deux différences, moi, qui me semblent intéressantes. La première, c'est qu'on entend souvent ici des gens liés au musée ou des projets liés à des œuvres, en tout cas, ou parfois des données de la recherche. Là, ce sont des données, on va dire, administratives au sens très très large, euh, et qui sont de fait, du coup, décrits d'une autre manière, consultés d'une autre manière, triés et détruites d'une autre manière. Euh, Ce qui, finalement, par exemple, la question du tri, question qu'on se pose quasiment jamais dans les projets des l'année numérique. Vous, c'est un travail quotidien. Et puis, j'aimais bien aussi, on va dire, cette question de l'archivage sur la longue durée. On se la pose souvent. Là, vous n'avez pas le choix. C'est une question qui vous est adressée, on va dire, par la nation. Euh, et puis, vous dire aussi que ce qui nous intéressait, c'était, euh, pour ma part, c'était de se dire que vous travaillez maintenant beaucoup avec des données nativement numériques, Tout à fait. alors que de notre côté, souvent nos projets sont plutôt des projets de numérisation d'œuvres ou d'archives, puis qu'après on va mettre en œuvre et en valeur. Voilà, donc ça pose tout un tas d'autres questions. Je vais m'arrêter là, j'ai encore
plein de choses que j'avais notées. Je voulais juste finir avec un petit souvenir personnel. La première fois où j'ai pu rentrer dans les archives du nouveau bâtiment Pierrefitte dans les réserves, j'ai fait une visite. J'ai souvenir de cette cage métallique avec des bandes magnétiques qui étaient des encodages numériques, qui étaient en fait les premières données numériques, si je me rappelle bien, de l'État, donc des années 70 plutôt, hein, et qui avaient été réencodées en binaire sur des bandes magnétiques, tout ça mis dans des petites boîtes, dans une cage en métal. Je me rappelle cet endroit assez étrange. Voilà, je me disais que depuis, quelques mutations qui vous ont un peu bousculé, sans doute, comme nous tous. Merci en tout cas de votre intervention. C'est un plaisir, merci beaucoup de votre invitation. Donc, j'ai préparé effectivement une intervention que j'ai intitulée Enjeux de l'archivage numérique aux archives nationales. J'ai pris le parti de repartir d'assez loin pour évoquer ces enjeux d'archivage numérique, peut-être en enfonçant quelques portes ouvertes et en présentant des choses qui pourront apparaître pour un certain nombre d'entre vous, certaines d'entre vous, comme des évidences. Et si c'est le cas, je vous prie de m'en excuser. Donc, je pense qu'on partage mon support. Non, je crois que c'est moi qui dois le faire. Alors, partager le contenu. Merci beaucoup, Voilà. Monsieur Charpie. Voilà, merci beaucoup à l'INHA de cette invitation, de cette sensibilité que vous avez évoquée aux questions que nous traitons au quotidien, et je vais m'efforcer d'être à la hauteur de cette invitation et de cette séance d'aujourd'hui. Cette présentation doit beaucoup à ma collègue Christelle Tabus également, qui est responsable au sein des Archives nationales, au sein de la direction dont j'ai la charge, du département de l'administration des données, qui est le département qui pilote en fait l'ensemble des questions d'expertise liées à l'archivage numérique, et au-delà de ça, la gestion des données et des métadonnées que l'on conserve. Je pourrais répondre à des questions à ce sujet si vous le souhaitez ultérieurement. Quelques mots rapides concernant les Archives nationales. Donc, les Archives nationales sont une institution assez ancienne, créée en 1790. Nous sommes sur 2 sites aujourd'hui, un qui est situé à Paris, et en fait, de manière un petit peu contre-intuitive, peut-être, le département de l'administration des données est sur ce site, donc dans le Marais. Et donc, notre vaisseau amiral, désormais, est plutôt à Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis. Les 2 communes ont fusionné récemment. Voilà, et c'est là qu'il y a l'essentiel de nos équipes et de nos activités. Donc, les Archives nationales, c'est un service du ministère de la Culture qui a pour mission d'assumer les missions habituelles concernant les archives, donc collecte, classement, conservation, communication au public, et mise en valeur par le biais d'expositions ou d'autres actions à vocation culturelle. Donc, pour toutes les archives publiques provenant des services centraux de l'État, donc la présidence de la République, tous les ministères à l'exception des armées, de l'Europe et des affaires étrangères et des finances, et sinon également les archives publiques des opérateurs nationaux de l'État, des établissements publics par exemple, les hautes juridictions, et au-delà de ça, donc les archives des notaires de Paris et un certain nombre de fonds d'origine privée présentant un intérêt national. Donc nous assumons ces missions pour tous ces fonds dans une logique de conservation de long terme. C'est-à-dire que nous récupérons les archives dès lors qu'elles ont achevé leur vie administrative et qu'il est considéré qu'elles n'ont plus d'intérêt direct pour l'administration ou les administrations qui les ont produites. Voilà. Donc, je vous ai indiqué le lien vers le site internet des Archives nationales si vous souhaitez en connaître un petit peu plus sur notre activité. Par rapport à la présentation que je vais faire aujourd'hui, donc j'ai prévu de faire une présentation en 3 étapes. D'abord revenir, c'est là où peut-être je vais enfoncer quelques portes ouvertes, sur ce qu'on appelle archives numériques dans notre métier, dans notre cercle, donc avec quelques définitions, quelques concepts.
Ensuite, évoquer les enjeux de l'archivage numérique, encore une fois, selon l'acception du terme que nous utilisons. Et enfin, parler de la manière de pratiquer cet archivage numérique aux archives nationales, en évoquant notre histoire un petit peu, nos méthodes et nos outils. Et je m'efforcerai surtout de préserver suffisamment de temps pour des échanges au-delà de cette présentation qui, je l'espère, devrait durer environ 1 heure. Voilà, donc on va commencer par des grands enjeux de définition et de concept. Alors d'abord, les archives numériques, ce sont des archives comme les autres, au sens du Code du patrimoine, c'est-à-dire de ce qui définit les archives publiques, les archives en général, mais les archives publiques pour ce qui concerne le cœur de notre activité. Donc c'est les archives numériques, comme toutes les autres archives, sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Donc, dans l'exercice de leur activité, c'est ça qui définit les archives au regard d'autres formes d'informations, hein, comme des livres, des rapports ou des travaux universitaires. Donc, dans l'exercice de leur activité, c'est bien ça qui définit les archives. Et vous voyez les autres points que j'ai mis en gras, donc y compris les données, quelle que soit leur date, leur forme, leur support. Donc, vous voyez que le numérique entre désormais, depuis la fin des années 2000, début des années 2010, pleinement dans le champ de prise en compte des archives en général. Il y a une explicitation de ces différents points. Donc désormais, aux archives nationales, on conserve aussi bien des archives médiévales que des archives ultra-contemporaines sous toutes ces formes. Un petit point concernant une divergence, une différence à introduire entre archives numériques et archives numérisées. Donc le document numérique à proprement parler peut être produit directement sous cette forme. Donc on parlera, nous, de nativement numérique, de manière à vraiment expliciter cette particularité. Sinon, bien sûr, on obtient aussi des documents numériques en transformant un document physique en une version numérique. Donc on parle dans ce cas-là d'archives plutôt numérisées, de documents numérisés. Et en fait, aux archives nationales, on fait les deux. On conserve à la fois des archives numériques, donc qui nous sont transférées par les administrations qui produisent donc désormais, je vais y revenir, des documents nativement numériques. Donc ce sont bien des originaux qu'on récupère. Et nous produisons aussi des archives numérisées pour faciliter notamment l'accès à un certain nombre de fonds. Et donc là, ce qu'on réalise, ce sont des copies. Donc en termes de gestion en interne de nos systèmes, nous avons ces deux types de documents numérisés que l'on traite pour l'instant de deux manières différentes du fait de cette différence de statut. Une petite précision, pour nous, si les archives numérisées ont été produites en amont par des services de l'administration et que ce sont les seuls formats que l'on récupère, on considérera que ce sont des originaux. Alors, c'est là que je vais peut-être commencer à enfoncer quelques portes ouvertes. Donc l'information numérique, c'est une information qui n'est pas directement compréhensible par notre public, qui reste un public d'humains, à proprement parler. Donc, les enjeux de l'information numérique en termes de conservation, d'exploitation en général, c'est que c'est une information codée. Elle n'est pas directement intelligible par l'être humain. Donc, pour la produire, mais aussi pour y réaccéder, il faut des machines. Il faut des outils. On vous a mis un petit peu pour sourire quelques exemples d'outils qui servent ou qui ont servi plus exactement, on est dans le passé, à produire de l'information codée numérique. Donc ce que vous avez en bas, c'est l'ancienne salle des machines, l'image la plus en bas, l'ancienne salle des machines du site de Fontainebleau où a été implanté, j'y reviendrai, le premier service d'archivage de nouveaux supports, d'archivage informatique, donc au sein des archives nationales à la fin des années 70. Voilà, quelques autres exemples il y a quelques temps, mais pas si ancien que ça. Hein. Le numérique a grosso modo 80 ans. Alors, donc, le numérique, l'information numérique est une information codée. Donc, l'information numérique, concrètement, qu'est-ce que c'est si on revient à son essence? C'est un train binaire, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1, qu'on appelle unitairement les bits,
Voilà. Et pour les informations textuelles, chaque caractère donc d'un document textuel est traduit sous forme binaire selon une convention. Donc il existe plusieurs conventions, c'est ce qui fait partie un peu des joies de la conservation de l'information numérique. Donc longtemps, la convention principale, la norme principale, c'était la norme ASCII, voilà, donc qui permettait d'attribuer un code numérique, donc codé en binaire sur 8 chiffres, à chaque caractère. Donc l'alphabet romain était ainsi défini sur 127 possibilités définies sur 7 signes, par exemple. Donc vous avez par exemple à droite, hein, en ASCII, la manière de traduire bonjour en suite de caractères. La problématique primaire de l'information numérique, donc, c'est qu'elle se dégrade potentiellement sans que l'humain n'intervienne, ou parfois avec l'intervention de l'humain. Il suffit d'une toute petite intervention pour changer fondamentalement le sens de l'information conservée. Donc, par exemple, si on supprime le dernier bit, donc le dernier caractère, par le biais de l'interprétation de la plupart des machines, en fait, il y a un zéro qui est généré au début des 8 caractères. Donc, le R de bonjour se transformera en 9, par exemple. Si on modifie le dernier bit, on va remplacer un 0 par un 1, ben on obtient un S à la place d'un R. Et si on ajoute un bit, par exemple un 1, de manière accidentelle, en fait, on génère un nouveau caractère binaire par induction de 0 qui, en fait, là, ne correspond pas à un caractère, dans l'exemple pris, mais qu'on correspondra à un autre signal envoyé par la machine que certaines machines auront du mal à réinterpréter potentiellement. Voilà, donc on voit que c'est quand même un processus qui très facilement modifie l'information en soi. Alors, donc là, on était vraiment sur des éléments de base. Dans une logique où on veut conserver de l'information, on s'intéresse à la base de conservation de l'information. Bien sûr, l'information numérique est désormais codée selon des principes beaucoup plus complexes. Les usagers de l'informatique veulent évidemment aller bien plus loin que représenter des simples textes. Donc, on a besoin de mettre en œuvre différentes actions, donc qui passent par l'emploi de logiciels différents. Il y a une très très grande extension de types de logiciels utilisés, notamment à partir des années 2000, j'y reviendrai, que ce soit des logiciels de traitement de texte, des logiciels de traitement de photos, etc. Donc, tous ces logiciels fonctionnent en interprétant des fichiers informatiques. Excusez-moi, je prononce vraiment des portes ouvertes. Ce qui est important pour nous, c'est que chaque fichier est organisé selon ce qu'on appelle un format de fichier. Et un format est en lui-même un ensemble de règles, une convention qui définit la suite de 0 et de bits dont je parlais, mais de manière beaucoup plus complexe que l'interprétation de texte. Voilà. Et cette suite donc est lue par, comme je le disais, des logiciels qui seuls sont capables de les interpréter et de les restituer. Et avec la problématique que certains de ces logiciels ont eux-mêmes un code explicite, la convention qu'ils utilisent, en partageant ça avec l'ensemble de la communauté. Donc on parlera de logiciels avec les codes ouverts. Certains logiciels sont complètement propriétaires, hein, en considérant qu'ils produisent un revenu sur la base de l'exploitation monopolistique de leur format, et auquel cas il est beaucoup plus difficile de réinterpréter l'information, notamment si on considère que ces sociétés sont mortelles et qu'on perd à un moment donné les clés d'accès à l'information. Donc, du point de vue des archivistes, les fichiers donc, constituent en général les seuls objets matériels que l'on collecte. C'est celles qui contiennent les informations que l'on souhaite conserver. Donc, il est primordial pour les archivistes simplement d'avoir des référentiels de format, parce que les formats donc, se sont multipliés au travers le temps. Il y a certains qui sont vraiment assez exotiques. Donc, il existe différents référentiels de format qui sont maintenus dans le monde. Un de ceux qu'on utilise beaucoup, nous, c'est le référentiel Pronom, qui est maintenu par nos collègues des archives britanniques. Donc différents usages dans le numérique. Je l'évoquais rapidement, ça peut être donc de la bureautique, des messageries, de l'image, du son. Ce qu'on appelle des données structurées dans notre monde, c'est tout ce qui est organisé, conservé, géré dans des bases de données.
les bases de données étant elles-mêmes en général documentées, ce qui fait qu'on sait qu'une donnée provenant de telle table ou de tel champ peut être interprétée par telle notion intellectuelle et éventuellement est codée, par exemple, le sexe en général, dans les bases de données INSEE est codé, voilà, le 1 pour le sexe masculin, le 2 pour le sexe féminin. Donc on a ces différents types d'usages et presque pour chaque usage, donc des fichiers et des formats spécialisés avec aussi pour chaque usage, pour chaque type de fonctionnement, des formats qui peuvent se démultiplier en fonction des logiques industrielles, notamment des éditeurs qui souhaitent favoriser la commercialisation de leurs logiciels. Par exemple, on a des formats qui sont vraiment très très spécifiques pour le monde Apple, pour ne pas citer de marque, mais on en a aussi des particuliers pour les mondes Android et PC en général. Donc j'évoquais là les problématiques des formats de fichiers. Une autre particularité de l'archivage numérique, hein, un autre concept à réévoquer, c'est la question des supports. Monsieur Charpie l'évoquait effectivement au travers de la visite qu'il a réalisée aux Archives nationales. Les fichiers, l'information numérique est enregistrée sur des supports. Donc c'est aussi un élément matériel. La problématique, vous voyez, c'est la variabilité très forte des supports dans le temps. Là aussi, c'est très lié à des questions industrielles de fabricants, notamment, liées à des possibilités de gains de stockage d'informations. Avec parfois, là, on a mis les supports qui ont gagné, ceux qui ont eu du succès. Il y a toute une historique de supports qui ont perdu, qui étaient des aventures et qui n'ont existé que quelques mois ou quelques années. Les caractéristiques de stockage ont grandement évolué dans le temps. On est parti de quelques mégaoctets. Aujourd'hui, les premiers développements en matière de conservation d'ADN peuvent laisser supposer que sur un brin d'ADN, on peut conserver des milliers de téraoctets. Et on est passé effectivement par un certain nombre de supports différents en quelques dizaines d'années, avec une explosion de la capacité de conservation. L'enjeu par rapport à la conservation des données numériques dans le temps, c'est la capacité à relire ces supports. Certains supports, encore une fois, étant liés à des enjeux de production industrielle, avec la perte de capacité à produire donc les lecteurs de ces supports dans le temps, hein, les premières disquettes rigides et encore plus les disquettes souples peuvent être des exemples, ça n'existe quasiment plus maintenant. Voilà, et en tout cas, il y a donc une histoire de ces supports dans le temps, et pour nous, si on se concentre sur les enjeux de conservation des supports, des problématiques de capacité à lire ces supports dans le temps selon leur évolution, le physique, le magnétique, l'optique, et jusqu'à l'ADN aujourd'hui. Voilà pour ces quelques éléments de concept et de définition générale pour poser un peu les grands enjeux de production du numérique. Et donc j'en viens aux enjeux de l'archivage numérique à proprement parler, au sens professionnel du terme, voilà, appliqué dans le monde des archives. Alors, l'archivage numérique, du coup la problématique qu'on peut partager, c'est qu'est-ce qu'il faut conserver? Est-ce qu'on conserve des supports en se focalisant sur cet enjeu-là, collectant des supports et en s'efforçant de les protéger, de conserver leur manière la capacité de les lire? Est-ce qu'on se focalise sur les problématiques de conserver des données, elles-mêmes réparties, structurées dans des fichiers? Est-ce que la problématique, c'est de conserver l'ensemble des éléments, donc ce qu'on pourrait appeler des systèmes, qui recouvrent ces différentes notions ou qui recouvriraient d'autres dimensions, ou encore autre chose? C'est ce qu'on va partager. Alors, l'enjeu de l'archivage numérique, ça a été dit également au début de ces lundis numériques, c'est le temps.
donc le temps de l'archivage numérique, pose la question de ce qu'on appelle la pérennisation. Alors on parle parfois de préservation. Préservation, c'est vraiment le terme anglais, hein, c'est un peu un anglicisme, c'est preservation. On l'a traduit en français par pérennisation. Donc il y a des définitions de la pérennisation qui circulent dans notre petit monde. Donc l'enjeu, c'est vraiment de garantir un accès continu aux objets numériques aussi longtemps que nécessaire. Donc le problème du temps et de la continuité est clairement posé, effectivement. On voit apparaître cette notion d'objet numérique. Donc je vais y revenir. On va travailler autour de, enfin on va partager autour de cette notion d'objet numérique. Qu'est-ce qu'on entend par objet numérique? Et vous allez voir qu'il y a effectivement quand même une matérialité. Euh, Là aussi, les industriels sont beaucoup efforcés de détruire la dimension matérielle du numérique et nous, on y revient perpétuellement parce qu'il y a beaucoup d'enjeux matériels autour de ces questions. Voilà. Et en tout cas, ce qui est posé aussi dans cette définition, c'est la mise en œuvre de toutes les actions nécessaires pour maintenir l'accès aux objets numériques au-delà des limites de la défaillance des médias ou des changements technologiques et organisationnels. Donc, c'est clairement cette problématique de défaillance, d'obsolescence, lâche le grand mot, qui est posée dans la pérennisation. Comment faire face à l'obsolescence? Ça pourrait être une problématique philosophique beaucoup plus large, mais on va en rester aux archives. Alors, on évoque souvent, pour parler de la conservation des archives, le fait de fournir les garanties qui sont présentées sur cette page. Donc, trois grandes catégories de garanties en matière de pérennisation. La première d'entre elles, c'est l'intelligibilité de l'information, la lisibilité par la machine et par l'humain. Hein. Le but, encore une fois, aujourd'hui, étant toujours de garantir que ce soit l'humain qui lise l'information à terme. On pourrait se dire que dans quelques temps, quelques dizaines d'années, les machines conserveront l'information pour les machines, mais pour l'instant, la cible reste l'humain. Donc cet enjeu de lisibilité, qui est un enjeu qui a toujours existé dans le temps. Hein, on peut penser à la problématique de lisibilité d'informations beaucoup plus anciennes, comme les hiéroglyphes ou même l'écriture mérovingienne. Voilà, c'est une problématique qui n'est pas une problématique purement liée au numérique, mais cette problématique existe aussi, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une information codée. Donc, au-delà de l'intelligibilité, le deuxième point, c'est l'accessibilité. Donc là, l'accessibilité, on est vraiment plus sur des problématiques matérielles. Donc, la capacité à continuer à accéder aux formats, aux fichiers, et à pouvoir les réinterpréter par des logiciels, mais en tout cas être en capacité au moins d'arriver à faire un premier décodage. Et le troisième point en matière de pérennisation de l'information, si on parle d'archivage en général, c'est la notion d'intégrité que j'ai liée à la notion d'authenticité. Donc, c'est deux notions un petit peu différentes. L'intégrité, c'est vraiment la non-altération de l'information. Donc, a priori, là, dans le numérique, il s'agit vraiment de conserver, a priori, les trains binaires à l'identique, si on veut vraiment assurer l'intégrité. L'authenticité, c'est s'assurer que c'est quand on veut vérifier que c'est bien telle personne qui a produit le document ou la donnée et pouvoir garantir cette preuve de la création par une personne donnée dans le temps. Donc là, je vais introduire un peu une notion entre différentes catégories d'archivage. Ces notions sont particulièrement importantes dès lors qu'on est encore en lien avec le contexte administratif de production au sens large, où il y a une valeur à conserver l'intégrité, l'authenticité. Cet enjeu se perd avec le temps, et en tout cas en archives historiques, comme on l'assure aux archives nationales, c'est-à-dire pour le long terme, on a tendance à privilégier les deux premiers points, la lisibilité et l'accessibilité, parce que c'est avant tout ça qu'il faut conserver au regard de l'intérêt du public au fur et à mesure que les années, voire les siècles passent. Et pour néanmoins arriver à garantir une certaine confiance dans l'intégrité et l'authenticité des informations, on remplace la conservation à proprement parler de l'intégrité et l'authenticité des éléments techniques qui permettent ça, on remplace ça par la traçabilité des actions que l'on peut faire pour continuer à garantir l'intelligibilité et l'accessibilité à l'information. Voilà.
Dit autrement, si on transforme l'information pour continuer à garantir sa lecture, notamment, on va, nous, journaliser, conserver la trace de cette transformation technique. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, hein, c'est quelque chose qui se faisait déjà au Moyen-Âge, quand il y avait des retranscriptions d'actes. Voilà, il y a eu différentes tentatives, différentes manières de faire les choses pour dire, notamment des actes qui s'appelaient des vidimus, c'était les chancelleries disaient, voilà, nous avons transcrit tel acte de notre prédécesseur et donc nous avons bien vu l'acte précédent et nous en apportons la preuve par notre parole. En tout cas, voilà, pour pérenniser l'information numérique, ce sont ces enjeux, ces garanties qu'il faut s'efforcer d'assurer. Et la manière dont chaque institution articule ensuite dans sa pratique la mise en œuvre de ces garanties définit ce qu'on appelle une politique de pérennisation ou de préservation à l'échelle d'une institution. Ces politiques sont définies à un moment donné par rapport à un certain nombre de contextes, évidemment, ils peuvent évoluer dans le temps. Donc l'archivage numérique, c'est vraiment un des grands termes, donc se situe dans le temps. C'est une problématique dans le temps, c'est aussi une problématique dans l'espace. J'y reviendrai, voilà, où il y a une translation d'informations également d'un contexte vers un autre. Et l'archivage, j'y reviendrai, n'est pas uniquement une opération de transfert d'informations du contexte de production au contexte de conservation par des archivistes. Ça nécessite également des traitements, des translations d'informations, voire des réinterprétations de certaines informations. En tout cas, c'est une opération en elle-même. Deux grands enjeux. Donc, garantir la quantité de compréhension des informations par l'humain au regard des enjeux d'obsolescence, donc des outils techniques d'interprétation des informations. Donc là, on est sur des objets numériques dans le sens technique du terme. Donc, on est sur des fichiers, on est sur des problèmes de support, donc on est sur des enjeux matériels et logiciels. Donc, il y a cette question des objets techniques. Donc là, ça nécessite de notre côté la mise en œuvre d'une logistique de gestion de ces objets techniques et de leur cycle de vie, le cycle de vie de ces objets. On est obligé de se projeter dans cette logique. Donc dans ce cas-là, enfin, par rapport à ces problématiques-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va collecter des informations sur les objets qu'on souhaite conserver dans le temps, donc des informations plutôt d'ordre technique. Donc c'est ce qu'on va appeler des métadonnées techniques. Alors je n'ai pas rapidement de ce qu'on appelle métadonnées. Donc ce sont des données sur les données qu'on archive. Donc c'est des éléments de description, on va dire. Donc là, voilà, pour assurer la conservation des objets techniques, on va collecter des informations sur le format des fichiers, par exemple le poids des fichiers, sur les types de supports qu'on va récupérer, et aussi ceux qu'on va nous-mêmes employer pour conserver l'information dans le temps. Voilà, mais aussi des informations sur l'endroit où on conserve les informations sur chacun de ces supports, etc. Et puis, pour assurer le cycle de vie de ces objets techniques, ce que les archivistes font, c'est qu'ils produisent des changements de format et de support dans le temps pour éviter l'obsolescence. Donc, c'est ce qu'on appelle des migrations. Donc, on fait des migrations de fichiers, on fait des migrations de format, on fait des migrations de support. Et donc, là, effectivement, j'y reviendrai. On a fait 6 migrations de support d'ores et déjà depuis la mise en œuvre des premières opérations d'archivage numérique aux archives nationales. Aujourd'hui, les données sont sur des serveurs, sont passées auparavant par différents types. On fait beaucoup moins de migrations de format finalement, pour des raisons que je reviendrai, mais on va y être confronté dans les années à venir. Donc ça, c'est une première dimension. Ensuite, il y a la dimension de la conservation, oui, des objets numériques du point de vue intellectuel. Donc voilà, auparavant je parlais d'objets techniques, là je parle d'objets intellectuels. Donc là, c'est finalement quel est le contenu informationnel qu'on conserve, comment on le décrit, comment on donne accès à ces descriptions aux utilisateurs humains finaux d'aujourd'hui, de demain, de dans plusieurs siècles, avec des enjeux de veiller à la qualité des informations intellectuelles, notamment qui décrivent ces objets. Donc là, on va parler de métadonnées documentaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît aussi dans les archives papier.
on a la même problématique de décrire les archives papier qu'on conserve et de partager ces informations et de les remettre en contexte pour les personnes qui souhaitent accéder aux données que l'on conserve. Donc là aussi, une logistique de gestion particulière des objets intellectuels numériques et du cycle de vie. Donc là, de la même manière, des archivistes qui travaillent soit aux archives nationales, soit en amont dans les ministères, hein, c'est une chaîne, l'archivage numérique aux archives nationales. Donc ces archivistes vont collecter, vont sélectionner, vous l'évoquiez, et vont typer les métadonnées documentaires préexistantes pour les collecter en même temps que les objets techniques, les objets qu'on archive. Donc on va, par exemple, collecter des informations de description de ces fichiers. On va conserver leurs titres, mais on va aussi éventuellement conserver des métadonnées documentaires associées. Ils sont parfois ces objets qu'on conserve eux-mêmes décrits dans des outils de gestion électronique de documents, par exemple, donc avec déjà des descriptions préexistantes. Donc on va collecter des dates de description et d'autres éléments potentiellement. Nous-mêmes, en tant qu'archivistes, on va ajouter des métadonnées. Des métadonnées de contexte, c'est ce qui fait la particularité de ces opérations d'archivage. On transfère, comme je le disais, des données de leur contexte de production vers un contexte de conservation, finalement, pour d'autres usages, pour d'autres types d'utilisateurs. Voilà, c'est plus les utilisateurs primaires qui ont besoin d'accéder à cette information, ce sont des utilisateurs secondaires pour lesquels l'information n'était pas produite à l'origine et qui vont en avoir besoin dans le temps. Donc, pour qu'eux-mêmes comprennent bien d'où viennent ces informations, leur contexte, puissent les réinterpréter, on va ajouter des informations, par exemple la référence du producteur, l'existence de restrictions de droit d'accès aussi, au regard de ces usages secondaires. Par exemple, en termes de respect de la vie privée ou de respect du secret de l'action. Voilà. Et ces métadonnées que l'on collecte, que ce soit technique ou documentaire, donc on les transfère dans des systèmes de gestion des archives numériques que l'on gère, de manière à les fournir à nos nouveaux publics, à nos publics propres. Donc en fait, il y a bien une translation d'un espace primaire de production de ces archives vers un espace secondaire qui est celui de l'archivage définitif. Et nous-mêmes, donc, pouvons être amenés à modifier ces métadonnées techniques et documentaires dans le temps. Donc technique quand on fait des migrations, documentaires si on veut ajouter des éléments de contexte, des éléments qui permettent de rapprocher ces nouvelles archives d'archives plus anciennes qui peuvent elles-mêmes être numériques ou analogiques. Alors, comment est-ce que les archivistes font ça? Ils font ça avec des systèmes d'archivage électronique, qu'on appelle des SAE, voilà, en acronyme. Donc les SAE donc, sont des systèmes, pas seulement des outils techniques. Donc système au sens où il y a des infrastructures, des logiciels, hein, des éléments matériels et techniques, mais aussi un ensemble de procédures et même de personnes qui assurent la conservation des informations dans le temps. Et notamment qui mettent en œuvre concrètement les enjeux de disponibilité, d'intégrité, de traçabilité et qui assurent la confidentialité des archives numériques au regard des enjeux réglementaires. Voilà, donc là j'ai posé les grands enjeux de l'archivage numérique au sens professionnel, voilà, au sens mis en œuvre dans un service d'archives comme les archives nationales, mais qui peut aussi être ce qui est appliqué dans des services d'archives d'entreprises ou de grandes institutions, dans des problématiques de ce qu'on appelle davantage d'archivage intermédiaire, c'est-à-dire d'archivage primaire par rapport aux catégorisations que je viens de faire. Alors, je vous propose d'aller dans la troisième partie et d'évoquer de manière un peu plus précise la manière dont on décline tout ça aux archives nationales. Et voilà, j'ai une formation d'historien, on ne va pas s'en empêcher, de présenter la manière dont ça s'est aussi décliné depuis le moment où les archives nationales ont commencé à travailler sur ces questions. Donc l'archivage numérique aux archives nationales, c'est une assez longue tradition, on a longtemps dit qu'on était un service pionnier. Les données numériques au niveau de la nation française ont commencé à être produites de manière native dans les années 60, notamment par le biais de production d'enquêtes statistiques. Ça a été identifié par les archivistes
dans les années 70, avec la mise en œuvre, dans un premier temps, de groupes de réflexion partagés avec des ingénieurs en informatique et pris en compte à Fontainebleau, là où étaient stockées les archives contemporaines, en partant d'emblée du principe qu'il s'agissait d'archives comme les autres, même si les définitions précises des archives, de ces archives-là en particulier, n'avaient pas encore été posées. Et ces réflexions ont abouti, dès le début des années 80, à la mise en œuvre d'un projet qui s'appelait Constance. Là aussi, il y avait un acronyme, Conservation et stockage des archives nouvelles, constituées par l'électronique. On aime beaucoup les acronymes et essayer de leur donner un sens sur l'archive nationale. Joli. Voilà. Ce projet est rapidement devenu un service après la mise en œuvre de premières expérimentations. Donc, un service qui avait déjà la particularité d'être constitué à la fois d'archivistes et d'informaticiens. Il y avait une sorte de petite cellule émanant de l'ancêtre du service numérique du ministère de la Culture qui était implanté à Fontainebleau à côté des collègues archivistes de l'époque. Et ça aboutit dès 1984 à un premier versement. Bon, je ne vais pas m'étendre sur cette méthode Constance. Ce qui est important pour la suite aussi, c'est de dire que les pratiques d'archivage à cette époque-là ne s'appliquaient qu'à des données structurées, parce que c'était les seules choses qu'on récupérait qui étaient produites dans l'administration, essentiellement des bases de données, notamment des bases de données statistiques. Et l'idée générale, c'était de retirer les données de leur contexte technique de production pour les remettre à plat, sous forme de code brut, sous forme de texte, de manière à pouvoir les réinterpréter, y compris visuellement, et de récupérer en même temps toute la documentation, tous les éléments de décodage de l'information, pour comprendre comment il était structuré et ce que voulait dire chaque code. Voilà, si un voulait dire masculin, féminin, etc. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, pour le sexe INSEE. Voilà. Et donc, une fois que ces données étaient ressorties de leur contexte de production, assurer la conservation de ces données au travers de la migration de support. Donc, effectivement, au début, on était sur des grandes bandes magnétiques qui permettent de conserver quelques mégaoctets. Et en une quarantaine d'années, on est passé sur des bandes magnétiques beaucoup plus petites et avec une beaucoup plus grosse capacité, puisqu'on pouvait aller jusqu'à 1 téraoctet. Voilà. En tout cas, cette méthode, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été complètement inventé. Il n'y avait pas véritablement de standards ni de normes. Et les pratiques mises en œuvre à Fontainebleau aux Archives nationales ont aussi inspiré des normes européennes. En tout cas, on était dans cette optique générale. Donc voilà, le premier versement numérique dans Constance, quand on ouvre le fichier, ça ressemble à ça. Donc c'est effectivement assez difficile d'interprétation dans un premier temps. Et en fait, à côté, donc, vous avez la documentation qui permet d'interpréter chaque groupe de signes et de savoir qu'en 14e position, le code qui est positionné, en fait, si c'est pas un 8 ou un 7, ça correspondait à telle information dans le cadre de cette enquête mensuelle particulière. Voilà. Merci. Voilà. Donc là, on a été dans les années 80. Ce système a perduré jusque dans les années 2010, avec une assez grande stabilité de versement d'archives par les services concernés, notamment, comme je disais, les services statistiques des ministères de l'administration centrale et les services de l'INSEE, de l'INED également. Et puis dans les années 2010, évidemment, quelque chose, 2000-2010, quelque chose de massif s'est passé, ce qu'on appelle la révolution numérique. Donc vous verrez, je fournirai ce support, il y a un petit film qui est sur le support PowerPoint. Donc avec la révolution numérique, c'est l'essor de la dématérialisation en général et la transformation donc de la logique même de production de l'information avec un énorme développement du périmètre du nativement numérique dans la production d'informations, dans la production de documents et par voie de conséquence dans les archives.
Donc, qu'est-ce que c'est que cet essor de la dématérialisation de manière générale? Excusez-moi, à nouveau, je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Euh, donc, c'est une logique volontariste hein, aussi de l'État, mais qui était la conséquence de quelque chose de beaucoup plus fondamental à l'échelle de la société tout entière, donc une volonté euh, de développer des usages numériques et pour ça, donc, de dématérialiser. Alors, dans un premier temps, un certain nombre de supports physiques d'information pour permettre plus facilement les échanges, ce qu'on appelait les téléprocédures, hein, notamment. Et puis, cette dématérialisation a été jusqu'aux procédures elles-mêmes. Voilà, d'abord une dématérialisation des documents, puis une dématérialisation des opérations, on va dire, au fur et à mesure du temps, avec une logique, eh bien, une logique de développement de la production nativement numérique. On a même été jusqu'à, et on est dans une logique qu'on pourrait dire d'immatérialisation, c'est-à-dire que le papier n'existe plus du tout et qu'un certain nombre d'archives n'ont jamais existé sous forme physique, n'existeront sans doute jamais sous forme physique, sous forme analogique. Cette tendance à l'immatérialisation, donc c'est vraiment la tendance au développement de l'administration en général, c'est encore accéléré avec la crise du Covid. Voilà, je ne fais guère, comme je disais, que de présenter les truismes en évoquant ces questions. Concrètement, aux archives nationales, ça a eu des conséquences en termes de structuration de ce qui était proposé à Fontainebleau dans les services chargés de la conservation des archives numériques, avec plusieurs facteurs. D'abord, une démultiplication des services producteurs desquels émanaient des archives nativement numériques. Donc, à la base, essentiellement des services statistiques. À partir des années 2000-2010, grande diversification. Une diversification également des typologies d'archives numériques. Donc, les années 2000, c'est aussi l'explosion de la bureautique, le développement simplement des moyens de production d'images fixes, les premiers appareils photo numériques, d'images animées, l'audiovisuel, l'explosion des messageries avec la grande diffusion des messageries comme outil du quotidien. Et puis la démultiplication aussi des bases de données et de leurs usages pour l'échange et la structuration de l'information. Voilà. Donc, là, sur le petit camembert qui figure sur cette page, voilà, les données structurées qui concernaient à peu près 100% de la production jusqu'en 2005, entre 2005 et 2015, donc vous voyez, étaient réduites à cette portion congrue, avec une explosion des films. Voilà, ça, c'est ce qu'on a pu collecter pendant cette période entre 2005 et 2015. Donc, du côté des archives nationales, on a néanmoins continué à utiliser la méthode Constance en l'adaptant un peu. Donc, c'était une méthode, comme je disais, construite pour des données quand même assez particulières, des données statistiques, des données structurées, avec beaucoup d'interventions humaines. L'autre caractéristique de cette évolution, c'est simplement l'accroissement des volumes, hein, donc il devenait très très compliqué pour les humains, simplement, les quelques humains qui travaillaient sur les archives numériques à Fontainebleau, de pouvoir faire face à ces évolutions avec les moyens qui étaient mis en œuvre auparavant. Donc, par rapport à ces questions-là, une démarche s'est faite à un niveau collectif, avec le rapprochement d'un certain nombre d'intérêts. Donc, je disais tout à l'heure que les archives nationales ne traitaient pas les archives de conservation de long terme des collègues du ministère des Armées, des Affaires étrangères et des Finances. Donc, il y a eu une alliance avec, en tout cas, les Affaires étrangères et la Défense, devenues les armées, pour essayer d'apporter une réponse commune aux enjeux de la mise en œuvre de la révolution numérique et de l'évolution de la production de nativement numérique que j'évoquais auparavant. Cette réflexion lancée en 2011 a abouti en 2015 au lancement d'un programme interministériel qui s'appelle VITAM, qui s'appelait VITAM à l'époque, qui s'appelle toujours VITAM. L'idée de ce programme interministériel, c'était d'abord et prioritairement à l'époque de développer une solution logicielle pour gérer l'ensemble des métadonnées
des archives numériques dans le temps et de fournir aux archivistes des moyens d'assurer l'archivage numérique en pilotant la conservation des fichiers et des objets numériques en général qui leur étaient confiés. Voilà. Donc un logiciel pour servir de cœur au système d'archivage électronique. Et donc pour la prise en charge, la conservation, la consultation sécurisée des archives. L'intérêt du programme Vitam, c'était de rassembler des moyens financiers pour faire ce développement, donc plusieurs millions d'euros, mais en associant à cette démarche, d'emblée, en quelques années, l'objectif de créer une plateforme d'archivage numérique également opérationnelle pour chacun des ministères porteurs. Voilà, donc le programme Vitam, c'est non seulement le développement de ces solutions, mais aussi le financement d'un projet par ministère pour tenir compte des objectifs individuels de chaque ministère. Donc un financement pour la mise en œuvre de nouveaux outils, d'une nouvelle plateforme pour les archives nationales hein, au nom du ministère de la Culture. Donc le programme Vitam existe encore aujourd'hui. Je vous ai mis le lien pour connaître leur activité. Ils ont développé leur activité, leur service et offrent notamment aujourd'hui des services d'archivage numérique pour les services producteurs d'archives notamment, pour assurer la conservation pendant le temps d'utilité administrative des documents nativement numériques. Donc pour ce qui concerne en tout cas les archives nationales, on va dire que la déclinaison à l'échelle des archives nationales du programme Vitam, c'est appelé le projet Adamant, lancé en 2015. Donc le projet Adamant, si on veut simplifier les choses, c'est le projet d'implémentation de Vitam au sein des archives nationales pour créer une plateforme correspondant aux besoins propres aux archives nationales. Voilà. Et donc ça aboutit en novembre 2018 à l'ouverture d'une première version de cette plateforme qui est toujours fonctionnelle aujourd'hui, qu'on continue à enrichir progressivement, donc qui est destinée à des usages professionnels essentiellement. Donc c'est les outils de prise en charge et de gestion des archives nativement numériques par les archivistes des archives nationales et leurs partenaires. Et le projet Adamant a aussi abouti à la création d'un prototype d'accès et de diffusion d'archives sur Internet, le portail Adamant, qui a été ouvert en janvier 2022. Donc c'est vraiment un prototype avec des données qui ont été mises en ligne à cette époque et avec des arbitrages qu'on doit faire sur l'avenir de cet outil. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui aux archives nationales de la prise en compte de l'archivage numérique, avec un petit peu de recul, c'est qu'on est arrivé à la conclusion que l'archivage numérique présentait des problématiques d'expertise particulières. Donc on gère des objets qui par définition ne sont pas des objets analogiques, ne sont pas des objets papier, ne sont pas des objets même sur film par exemple. Donc ça nécessite des compétences, mais comme la conservation de photos ou la conservation de grands plans peut nécessiter des compétences finalement. Par rapport à l'enjeu de conservation d'archives dans le temps, au sens où on le considère parmi les professionnels des archives, on est sur le même métier. On est sur des enjeux de description d'objets d'information intellectuelle et d'enjeux, pour ce qui concerne en tout cas l'archivage historique, on va dire, de fournir des clés de compréhension au public pour discriminer la compréhension d'une archive et la remise en contexte d'une archive parmi d'autres archives, et au-delà de ça, parmi d'autres objets d'information, comme des ouvrages, comme des films, etc. Ce qui est certain, c'est que l'archive, les données, les documents nativement numériques, c'est la nouvelle forme de production de documents aujourd'hui. Alors, elle n'est pas monopolistique encore, hein, on continue à produire des archives sous forme analogique, sous forme papier, mais elle tend à prendre une place beaucoup plus forte. Et puis, comme je le disais, il y a une part de l'information qui est immatérielle, qui est produite seulement sous cette forme. Donc, il est inévitable de toute façon pour les archivistes en tant que communauté de se confronter à cette question et de l'embrasser fortement, parce que sinon on perd par définition une part éventuellement cruciale de l'information qu'on souhaite conserver. Dans les ministères aujourd'hui, on peut considérer que la très grande majorité, par exemple, des informations gérées par les cabinets ministériels sont sous forme nativement numérique. Ce n'est pas forcément le cas de tous les métiers,
mais par exemple pour ces métiers-là, on est sur du nativement numérique. En tout cas, pour les archivistes, on est sur des problématiques classiques, simplement avec des contextes, des concepts qu'il faut réadapter, éventuellement re-questionner sur des concepts classiques de collecte, de préservation, d'accès à des documents qui nous sont confiés. Donc, si on commence par la collecte, donc il y a toujours plusieurs phases à la collecte, en tout cas pour une administration comme pour un service comme le nôtre, aux Archives nationales. Ça commence par un enjeu d'évaluation des ensembles d'archives au sein d'un contexte de production. Donc ça, dans notre contexte, ce sont plutôt des collègues archivistes implantés dans les ministères. On appelle ces services-là souvent des missions. C'est dire à quel point voilà, ils sont dans un contexte de conviction, on va dire, et d'évangélisation, parfois dans certains cas. Mais en tout cas, donc l'idée, c'est d'évaluer la production en général et de faire un travail qui est donc pour eux un travail assez classique d'identification parmi tout ce contexte de production de ce qui peut avoir de l'intérêt pour en tout cas les objectifs des archives nationales, c'est-à-dire la conservation de long terme. Voilà. Eux font aussi un travail pour les besoins de leur ministère d'identification de ce qui doit être conservé à plus court terme éventuellement. Là aussi, il peut y avoir des sélections et une logique en tout cas de gestion de cycle, hein, de vie, pour identifier donc l'information qui peut avoir un intérêt long terme et qui ira aux archives nationales, distinguer de celle qui a moins d'intérêt, qui donc sera détruite, sera éliminée avec des processus cadrés par ces archivistes. Voilà, donc cette évaluation, la démarche intellectuelle est proche de ce qui s'opère dans le papier. Par contre, éventuellement, évidemment, on a des outils de nature différente pour être en capacité d'interpréter des quantités de fichiers informatiques et également des outils particuliers pour identifier les enjeux sanitaires. Voilà, les enjeux sanitaires sont différents du papier. Là, dans l'informatique, on va vérifier qu'il n'y a pas de virus, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, les démarches, la démarche intellectuelle est assez similaire. Ensuite, une fois qu'on a fait cette évaluation, qu'on a identifié les populations de documents qui vont faire l'objet d'un transfert, on parle de versement aux archives nationales. Donc là, l'idée, c'est ce périmètre d'information plus restreint, celui qui fait l'objet du transfert, donc l'auditer en particulier pour éventuellement le simplifier. Donc là, vous avez à gauche une copie d'un outil qui s'appelle Archifiltre, qui est un outil développé à l'origine par nos collègues archivistes du ministère des Affaires sociales, voilà, mais qui est désormais employé par beaucoup de services et qui permet visuellement d'identifier là où il y a des doublons d'informations dans des grands ensembles de bureautiques. Parce que c'est tous les utilisateurs, surtout à l'échelle d'un serveur, copient de l'information et donc on a parfois des répertoires entiers qui existent à 2, 3, 4, 5, voire davantage exemplaires. Donc une fois qu'on a décidé qu'on archivait ces répertoires, on peut se permettre de simplifier, de supprimer des doublons. Voilà. Donc là, on est sur une optique de dédoublonnage, par exemple, mais de grands gisements d'informations. Voilà, donc pour préparer les versements, on va plus loin donc sur cette logique de gestion matérielle. Hein. Vous voyez qu'on est sur du matériel qui peut passer aussi par des opérations, dans certains cas, de renommage de fichiers. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, par aussi une optique de collecte de métadonnées de toute nature et d'identification, donc il peut aller aussi vers des échanges avec les services producteurs pour comprendre la logique d'organisation de l'information de manière à préciser des éléments de contexte dans cette opération d'archivage. Donc là, en tout cas, vous voyez, ce sont des archivistes hein, qui font ces opérations. On est déjà sur quelque chose de technique, hein, d'ordre professionnel. Et alors, je suis désolé, je me rends compte que la qualité de l'image n'est pas très bonne. La dernière opération de collecte, c'est donc l'opération de transfert de versement à proprement parler. Donc là, qui passe par, là encore, une opération technique. On organise l'équivalent, si vous voulez, de la mise en carton
et de la mise en navette d'archives papier, on produit des paquets d'informations, donc en utilisant une norme française qu'on appelle le CEDA. On organise les paquets d'informations en regroupant d'un côté, pour simplifier les choses un petit peu, d'un côté les fichiers d'informations qu'on souhaite traiter, et au regard, l'ensemble des métadonnées qui permettent de comprendre et de réinterpréter ces fichiers, ensemble d'informations qui sont elles-mêmes organisées, catégorisées dans un document XML euh, préstructuré en fonction de cette norme CEDA. Voilà. Donc ce document XML permet de collecter les informations qui reprécisent, par exemple les titres des fichiers, le format des fichiers, un certain nombre d'informations, des éléments de description des fichiers archivés, tout ce qui va nous permettre ensuite de les réinterpréter dans notre système d'archivage électronique, c'est-à-dire dans Vital. Et donc, une fois qu'on a constitué ces paquets, le versement, ça consiste à les transférer donc, par des processus sécurisés qui ont été développés dans le cadre du projet Adamant pour ce qui nous concerne, avec des archivistes qui sont à l'origine de ces transferts, donc du côté des ministères ou des autres services producteurs, et des archivistes aux archives nationales qui les reçoivent, qui les contrôlent et qui les prennent en charge. Donc ça, les premiers enjeux, vous voyez, d'archivage, donc des enjeux propres au numérique, mais j'ai fait des comparaisons avec le papier, vous voyez qu'on est dans des logiques de réflexes professionnels qui sont proches de ce qu'ils faisaient dans l'analogique. Donc deuxième grand bloc d'action, la préservation, pérennisation, voilà, pour rester dans le français. Alors, je vais me focaliser par rapport à ça sur les enjeux de politique des formats. Donc, on récupère des fichiers. Donc, on a décidé de notre côté, par rapport à cette logique de récupération de fichiers, d'avoir une politique de format, c'est-à-dire de définir un certain nombre de principes de prise en charge de format de fichiers, en s'appuyant sur les principes présentés sur cette diapositive, c'est-à-dire le fait de privilégier des formats libres ou au moins ouverts. Par exemple, la norme PDF est ouverte, c'est-à-dire qu'elle est assez librement diffusée. Par contre, elle n'est pas forcément, elle reste propriétaire. Voilà. Mais ça, distingué d'une norme comme Open Document, qui elle est complètement libre et complètement réutilisable avec un code qui est complètement partagé par une communauté. Voilà, parce qu'il y a quand même à considérer les problématiques d'usage. Et donc, on accepte un certain nombre de formats, même propriétaires, dès lors que ce sont des formats courants. Voilà. Dans notre contexte, je vois qu'une heure s'est passée. Dans notre contexte, on ne peut pas évacuer le fait de collecter des archives, par exemple des suites bureautiques Microsoft. Excusez-moi, je cite encore un nom. C'est aussi le cas pour d'autres produits. Voilà, et donc on définit en politique de format aussi des principes qui acceptent ce type de choses. Et on tient compte d'autres problématiques matérielles aussi pour définir donc une politique de format qui est disponible sur notre site internet, qu'on a défini en fonction de nos capacités à prendre en compte les enjeux de pérennisation et donc par rapport à des capacités actuelles et en définissant des grandes catégories de formats, des formats qu'on refuse, des formats qu'on tolère et des formats qu'on recommande. Voilà, sachant que, évidemment, il est difficile, dans un certain nombre de cas, de faire des conversions de format au sein des services producteurs d'origine. Donc, on a des tolérances. Donc, au-delà de cette politique, donc, qui prend la forme d'un document Excel avec, qui tient compte de différents types d'usages, de types de logiciels, de types de formats. Donc, au-delà de cette politique, donc en matière de format, on s'efforce de faire avancer les choses en participant à des travaux nationaux sur des enjeux de conservation des formats. Donc, il existe une cellule nationale de veille sur les formats au sein d'une association professionnelle qui s'appelle Aristote. Donc, je vous ai mis le lien, donc, qui rassemble, au-delà des archives nationales, des experts d'autres grandes institutions françaises comme la Bibliothèque nationale de France, comme l'INA, voilà, comme d'autres structures.
Et donc, il y a une politique de format des archives nationales qui tient compte de nos particularités. Il existe d'autres politiques de format. Je vous ai mis, par exemple, un lien vers la politique de format de la BNF pour partager et que vous voyez que ces politiques dépendent vraiment du contexte de chaque institution également. Donc, dernier point par rapport aux enjeux de l'archivage, les enjeux d'accès et de communication au public. Donc, il y a quatre grands points qu'on a pris en compte et qui existent là aussi, aussi bien pour le numérique que pour l'analogique. Donc, les enjeux de recherche. Donc là, c'est le public. Comment va-t-il trouver la trace du fait que l'on conserve tel ou tel type d'archives numériques? Donc, il s'agit bien de se repérer parmi les métadonnées de description documentaire qu'on peut conserver, éventuellement en les rapprochant de métadonnées sur les archives analogiques, voilà, mais en tout cas, des enjeux donc, de recherche et d'identification d'informations en amont, par l'humain, et éventuellement par d'autres applications. On pourra échanger un petit peu sur l'IA si vous souhaitez, même si on n'a pas beaucoup creusé ces questions-là pour l'instant. Le deuxième point qu'on doit prendre en compte dans les enjeux d'accès et de communication, c'est ce qu'on appelle la communicabilité, c'est-à-dire en gros l'existence de règles juridiques de restriction d'accès. Au regard, je l'ai déjà évoqué, de règles définies notamment par le Code du patrimoine, mais pas seulement, pour tenir compte de secrets à protéger au nom de l'intérêt de la société, du gouvernement, la continuité finalement de la vie sociale. Voilà, donc des enjeux, je l'ai déjà évoqué, de protection de la vie publique, de protection des délibérations du gouvernement, de protection aussi d'intérêts industriels ou commerciaux. Donc ça fait partie des choses qu'on doit faire. On doit à la fois garantir l'accès aux informations, en même temps garantir la protection de ces secrets. On est toujours pris par cette double contrainte. Sachant que les délais concernés, donc il y a beaucoup de choses qui sont directes, il y a un certain nombre de choses qui sont, quand même beaucoup, qui sont librement consultables, mais les archives numériques, par définition, sont des archives ultra contemporaines, qui sont assez largement non communicables avant des délais de 25 ans, voire de 50 ans, voire davantage. Voilà. Donc l'ensemble des archives numériques que l'on conserve sont souvent soumises à ces contraintes. Troisième point à vérifier, c'est la diffusabilité. Je suis désolé, je jargonne un petit peu. Donc là, ce sont la mise en œuvre d'autres règles juridiques, mais qui s'appliquent à la possibilité de rendre communicables ces informations, accessibles en tout cas ces informations, sur le web. Donc là, on est obligé de prendre en compte d'autres contraintes que les règles précédentes. Il y a des archives qui peuvent être communicables au sens juridique, c'est-à-dire accessibles dans nos salles de lecture, mais qu'on ne peut pas diffuser sur le web par rapport à l'application d'autres règles. Par exemple, le règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel. Voilà, des archives qu'on peut communiquer dans nos salles de lecture, parce qu'en gros, elles sont communicables sur place, mais elles ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement ultérieur. On en refusera la copie. Alors, par définition, sur le web, on ne peut pas en maîtriser les réutilisations. Donc on ne va pas les diffuser en amont. Et c'est dans le domaine de la propriété intellectuelle, on bénéficie d'un nombre restreint de dérogations par rapport au fait de présenter dans nos salles de lecture certains documents d'archives, y compris nativement numériques, soumis à des enjeux de propriété intellectuelle, mais on ne peut pas les diffuser sur le web. Voilà. Et le dernier point par rapport à la mise en œuvre d'outils de consultation d'archives numériques, ce sont les problématiques matérielles de consultation, donc des archives numériques et de leurs métadonnées, en tenant compte des diversités d'usage. Donc, il y a des personnes qui acceptent et qu'on force malheureusement à se déplacer sur place sur nos sites physiques, y compris pour consulter des archives numériques, notamment pour tenir compte des problématiques de diffusabilité que j'évoquais précédemment. Voilà. Mais il y a évidemment des pressions sociales pour développer des outils, des moyens d'accès à distance, y compris ce qu'on appelle l'accès sécurisé à distance, c'est-à-dire des choses qui permettraient de garantir cet accès à distance tout en préservant les droits précédents. Voilà. Donc là, on est sur la mise en œuvre de processus plus complexes
qui peuvent être de plus en plus complexes selon que l'on se situe sur des enjeux de consultation sur place ou d'enjeux à distance. Voilà. Et dans cette problématique de consultation, une des grosses difficultés, c'est qu'il faut faire face à la grande diversité de types d'archives numériques. Repensez à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des messageries, de la bureautique, de l'audiovisuel, des bases de données avec des technologies différentes. Donc, donner accès à ces informations nécessite aussi de fournir aux personnes qui consultent des outils pour accéder à ces différents documents. Voilà, donc sur ces enjeux, donc on répond aux besoins d'accès, notamment en mettant en œuvre des processus presque ad hominem pour des besoins formulés par des lecteurs. Et puis, on a donc développé une première proposition d'accès aux archives nativement numériques sur Internet, qui est ce portail Adamant. Voilà. Sachant que sur cet outil, donc, des réflexions sont en cours pour savoir si on le développe, si on rajoute de nouvelles archives diffusables ou de nouvelles métadonnées, sachant qu'on peut mettre en œuvre des métadonnées librement diffusables qui, elles, ensuite indirectement, peuvent permettre de donner accès à des archives qui ne le sont pas encore. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour ma présentation. J'ai un petit peu débordé de l'heure qui m'était attribuée. Je crois que je n'ai pas répondu à toutes les problématiques que vous avez posées, mais j'espère que les questions vont s'y prêter. Merci beaucoup. On a une vingtaine de minutes encore. Et on a, sur plus de 70 personnes finalement qui suivent l'intervention, déjà pas mal de questions. Je vais me permettre juste d'en poser une pour démarrer, et puis après, on lira les questions qui arrivent. On voit que vous mettez une sorte de schéma de traitement qui part du producteur. C'est des choses qu'on oublie peut-être quand, justement, du côté des musées. C'est très essentiel le fait de pré-traiter les données en quelque sorte du côté des ministères notamment. Est-ce que par cette chaîne numérique, on risque pas de perdre toute une partie des archives? Je pense aux archives associatives, aux archives privées, etc. Qu'est-ce que vous faites, puisqu'une une association, je pourrais même dire un labo du CNRS, gros ou petit, peu importe, arrive avec ces données qui sont nécessairement un peu plus chaotiques que celles d'un ministère, est-ce que vous en recevez ou est-ce qu'au contraire vous voyez une perte liée on va dire, à ces gros nouveaux canaux numériques? Voilà. Est-ce qu'il y a des effets en gros sur la diversité des archives finalement et des producteurs? Très bien, alors il y a plusieurs enjeux à cette question. Alors, d'abord, il y a un premier enjeu qui est la compréhension du périmètre des archives publiques, qui était une problématique qui s'appliquait déjà dans le papier. A priori, voilà, la production de toute production d'informations exercée dans le cadre d'une structure qui elle-même exerce une mission de service public caractérise les archives publiques. Et donc, logiquement, par exemple, un labo du CNRS entre a priori dans cette définition et l'organisation des archives en France prévoit que c'est donc la question est donc centralisée a priori au niveau soit du CNRS, soit du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, pour qu'un archiviste donc positionné à ce niveau-là dialogue avec chaque laboratoire pour identifier dans sa production la part qui doit faire l'objet d'un archivage de long terme aux archives nationales. Donc, évidemment, à l'échelle de l'ensemble des laboratoires, on voit que cette centralisation pose des enjeux. Néanmoins, voilà, c'est le principe de base de la sélection. Donc, de ce côté-là, du côté des archives nationales, on est les récipiendaires finaux de cette sélection à laquelle on ne participe pas directement. C'est vraiment nos collègues archivistes publics positionnés dans les ministères et dans les établissements publics à proprement parler qui l'opèrent. Alors, est-ce qu'avec le numérique, on a eu des déperditions? Oui. Oui, certainement. D'autant plus que
cette révolution numérique, cette dématérialisation de l'information et même des procédures a abouti parfois à des fuites du stockage de l'information, éventuellement sur d'autres ressources que les ressources complètement maîtrisées par les agents publics. Donc il y a des enjeux aussi simplement de conservation de l'information, de stockage, voilà, qui peuvent survenir. Il y a aussi eu malheureusement un certain nombre de cas de stockage d'informations sur des ressources qui ensuite ont été perdues sur un plan technique. Donc oui, il y a des pertes. Après, je crois que de manière un petit peu plus, en prenant un petit peu de hauteur, euh, collectivement, je crois qu'on s'est beaucoup bercé de l'illusion qu'à partir du moment où on était sur des informations numériques, on pouvait plus facilement conserver les choses parce que, on va dire, les industriels nous ont aussi vendu un monde où tout ça est immatériel, tout ça est dans les nuages, tout ça est conservé sans aucune limitation de ressources ni quoi que ce soit, et donc pouvait uniquement faire l'objet d'une copie pour être sauvegardé et préservé pour un usage par les humains ultérieurement. Donc ce n'est pas le cas. Et donc, il faut vraiment se résoudre collectivement, mais c'est pas négatif, à ce qu'une sélection soit faite, parce que c'est aussi un enjeu, au-delà de la problématique de prise en compte par les archivistes, c'est un enjeu collectif aussi de préservation de ressources, y compris de développement durable. Voilà. La conservation sans limite des données produites sur le web, par exemple, a un coût considérable en termes d'électricité, de matières premières. Je crois qu'on a atteint 5% de l'émission de gaz à effet de serre au niveau national par rapport à la production numérique seulement. Et c'est quelque chose qui doit encore être démultiplié dans les années à venir. Donc, il y a un enjeu collectif aussi à assurer cette sélection. Et donc, l'archivage, au sens où je l'ai employé, est un enjeu citoyen également. Et la sélection, donc, y compris le fait d'accepter la perte et l'oubli d'un certain nombre de productions numériques, est une nécessité. J'en suis absolument convaincu. Merci beaucoup. On connaît effectivement on a tous vu des reportages, des documentaires dans les affaires financières, le fait qu'on fasse crouler les enquêteurs sous des masses d'archives. C'est une technique tout à fait ordinaire. Et effectivement, du coup, le tri, la structuration, y compris la destruction d'archives, je l'ai dit au début, mais fait partie du travail. Il y avait une première, enfin, il y a plein de questions, donc on va peut-être pas avoir le temps de les poser toutes. On peut juste. Oui, c'est sur savoir si les archives privées reçues dans le cadre d'archives publiques sont par contagion, deviennent des archives publiques ou pas. D'accord, ça va me permettre de répondre à la deuxième dimension de votre question à laquelle je n'ai pas répondu dans la première question. Alors, alors d'abord, les archives nationales donc, collectent volontairement une part d'archives privées d'intérêt national. Donc, depuis quelque temps, dès lors que les institutions, les personnes physiques ou morales privées qui nous proposent des archives ont une part d'archives numériques. Donc, on fait là aussi une évaluation et on prend en charge, le cas échéant, tout ou partie de ces archives numériques qu'ils nous proposent. Donc, les archives numériques nationales ont par exemple collecté, ont reçu l'an dernier les archives de Bruno Latour. Il y a une part importante d'archives numériques qui nous ont été confiées dans le cadre de ce don. Donc, est-ce qu'il y a contagion? Alors, juridiquement, non, pas de manière systématique. Ça dépend vraiment si on considère que les archives privées en question ont été produites strictement dans le cadre de l'activité qui définit la mission de service public. Par exemple, pour donner un exemple très concret, chez les notaires, les minutes sont publiques parce que la production des minutes
est une activité d'essence, enfin qui correspond à une mission de service public. Par contre, tous les comptes des études notariales, tous les documents de gestion d'une étude notariale et les dossiers de clients qui peuvent produire pour gérer leur activité, on va dire, d'ordre économique, ça, ce sont des archives considérées comme privées. Voilà. Alors, on peut les collecter, nous, parce qu'on considère que c'est un intérêt historique, mais voilà, il y a bien une différence et donc il n'y a pas de contagion systématique. Il y avait une question aussi qui, qui se demandait comment à la fois on collecte des fichiers issus de nouvelles technologies qui sont tout le temps en train de bouger, et qu'en même temps, comment on arrive à convoquer les nouveaux outils pour traiter ces nouvelles données? Et c'était Pierre-Yves qui posait la question, Pierre Laborde, qui disait qu'il est toujours en train de retard, ce qui, pour l'historien et l'archiviste, est assez normal, mais voilà, comment on gère ces temporalités? Est-ce que vous avez des sortes, par exemple, de labos qui vous permettent d'expérimenter des choses? Enfin, Alors, des labs. des labs. Alors, on voudrait toujours effectivement faire davantage que ce qu'on peut faire. Donc, on a effectivement, je ne vais pas vous dire pas vous mentir, on a toujours une sorte de train de retard. Alors, il existe un lab au sein des Archives nationales qui, pour l'instant, traite d'abord prioritairement d'autres enjeux, d'autres pistes d'exploration sur la gestion des métadonnées. On est Le lab traite pour l'instant davantage de problématiques de web sémantique aujourd'hui et de partage de nos métadonnées en général que des enjeux liés à l'archivage numérique en particulier. Euh, donc, par rapport aux problématiques de veille sur on va dire les nouveaux moyens de production d'informations nativement numériques, c'est un sujet qu'on traite, par exemple, au travers de l'activité de la Cellule nationale de veille sur les formats. Voilà. Où l'intérêt, c'est qu'on peut aussi mutualiser l'effort avec d'autres services qui peuvent être des services très spécialisés dans des types de production spécifiques. Donc, j'évoquais tout à l'heure les collègues de l'INA. Donc là, sur l'audiovisuel, c'est eux qui vont être le plus à la pointe. On va profiter de ça. Nos collègues de la BNF peuvent être très, très, très avancés sur certains autres types de formats et de fichiers, et nous avoir des spécialités sur des points, par exemple, de notre côté, on a beaucoup creusé les questions de messagerie électronique. Voilà, qui est un sujet qui intéresse un peu moins, enfin, qui est un peu moins dans le cœur d'activité des deux institutions que j'évoquais précédemment. Et là, je ne sais plus, mais je crois qu'il y avait des projets. Je ne vais pas trop m'aventurer parce que je n'ai pas vérifié ça. Il y avait des projets d'associer des collègues qui produisent et conservent des données à vocation architecturale, par exemple, pour traiter les questions liées au plan. Là où on est encore dans un monde de production documentaire très très particulier. Voilà, mais je ne sais plus si ça a pu se faire. Je me demandais, avant de reprendre encore d'autres questions, parce qu'il y en a plein d'autres, est-ce que ça vous arrive, enfin, est-ce qu'il y a une demande, un dialogue avec les musées de tout type sur effectivement toutes les productions nativement numériques et réfléchir à un moment à des outils partagés, peut-être, parce que vous archivez aussi des œuvres, contrairement au musée, vous ne créez pas des archives, mais vous archivez aussi parfois des œuvres. Voilà. Est-ce qu'il y a de ce côté-là un dialogue, des mises en commun, des... Alors, dans le domaine du nativement numérique, à ma connaissance, on n'a pas encore pris en charge l'archivage d'œuvres dans ce champ-là. Mais il existe des échanges, des points de réflexion partagés, notamment au travers de deux canaux. Alors tout d'abord, nos collègues nos collègues archivistes en mission au ministère de la Culture, euh, donc sous l'égide d'Anne Joly notamment, euh, pilotent un réseau qui s'appelle Archives en musée, qui fédère des collègues archivistes implémentés eux-mêmes dans différents musées.
ils partagent, ils travaillent sur différentes thématiques. Ça porte aussi bien sur les archives analogiques que sur les archives numériques. Donc, je sais qu'il y a pu y avoir régulièrement des sujets autour de la prise en compte de ces problématiques particulières au sein de ce réseau. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher de la mission des archives auprès du ministère de la Culture si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces travaux. Et puis, de manière un petit peu plus anecdotique, parce que ça, pour l'instant, pas donné lieu à des choses particulières, mais il y a aussi des canaux d'échange au travers du service du numérique du ministère de la Culture, avec lesquels, enfin, qui fournit aux archives nationales les moyens matériels d'archivage des données, toutes les infrastructures, les serveurs de stockage, etc. C'est le service du numérique. Et le service du numérique du ministère de la Culture est aussi un organe de centralisation d'un certain nombre d'enjeux portés par les autres institutions culturelles comme les musées. Donc je sais qu'on a pu euh, échanger avec des collègues du ministère ou dans le cadre de réunions organisées par le service du numérique avec des collègues musées sur des enjeux de conservation de l'information. Voilà. Mais je ne peux pas dire que ça ait abouti à des rapports, à des préconisations ou à des politiques spécifiques. Dans les autres questions, il y a une question sur les supports de conservation. Et mes collègues demandaient s'il y avait du stockage des données, des explorations d'alternatives aux disques durs, bandes magnétiques, DVD, etc. Vous avez évoqué, voilà, où en sont les choses de ce côté-là? Alors, donc aujourd'hui, le choix qu'on a fait, c'est pour les archives numériques qu'on conserve. Donc, je n'ai pas donné de volume. Aux archives nationales, aujourd'hui, on conserve à peu près 130 téraoctets. Donc, ce n'est pas énormissime. Vous voyez que c'est le résultat d'une sélection par rapport à la diversité de la production. Donc, ces téraoctets de données sont conservés sur des supports magnétiques. Donc, aujourd'hui, ce sont sur des supports et sur des serveurs. Voilà. Donc, on est sur des supports de ce type-là, donc des serveurs pour les données en ligne au sens accessible, y compris aux archivistes sur intranet, on va dire, dans l'usage professionnel, et sur bande magnétique pour les sauvegardes. On sauvegarde nous-mêmes nos archives de manière à assurer la garantie de leur conservation dans le temps. Aux archives nationales, on a fait, il y a 4-5 ans, excusez-moi, je n'ai pas vérifié la date, on a mené une expérimentation en lien avec un laboratoire universitaire d'enregistrement de données sur brins d'ADN. Voilà. Donc, il s'agissait de codifier en ADN, sur ADN, la déclaration du droit de l'homme et du citoyen et la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc uniquement ces deux documents. Donc deux documents qui sont conservés aux archives nationales et donc voilà, le partenariat consistait en gros à fournir ces documents au laboratoire qui a ensuite transcrit ces informations sur ADN. Donc cette opération a abouti. On conserve donc désormais chez nous ces capsules d'ADN. Il s'agissait véritablement d'une expérimentation. Donc c'est faisable. On n'est plus sur du binaire avec de l'ADN. On est sur un autre type de codage de l'information. A priori, on peut conserver beaucoup plus d'informations sur des surfaces beaucoup plus petites. Par contre, tout l'enjeu, comme ce que j'évoquais, c'est la capacité de codage et de décodage. Donc le codage de ces deux textes a pris plusieurs mois pour transformer le texte en ADN, sachant, si ça vous intéresse, voilà, il y a vraiment des spécialistes, qu'il y a tout un ensemble de précautions, y compris déontologiques, à mettre en œuvre pour s'efforcer de ne pas produire de code d'ADN qui puisse s'apparenter à des codes vivants, d'après ce que j'ai compris.
Voilà, donc il y a tout un travail de codification, de production de l'ADN qui contient ce code. Et de ce que j'ai compris, ensuite, on peut décoder. Mais quand on décode, on détruit l'ADN correspondant. Voilà. Bon, l'intérêt de l'ADN, c'est qu'on peut le cloner a priori sans limite. Donc, c'est un support de conservation de l'information qui peut être extrêmement intéressant, mais qui n'est pour l'instant pas industrialisé. Donc, qui ne permet pas, voilà, à notre échelle, de garantir facilement l'enregistrement des informations et surtout leur récupération aisée. Voilà. Et puis, par rapport à tout ce que j'ai évoqué, reste d'autres enjeux au-delà du support, de toute façon, pour nous, de conservation, de la capacité à relire les fichiers néanmoins qui seraient enregistrés sur ces supports, d'abord les logiciels pour les réinterpréter. Voilà, c'est un bout de la chaîne. Alors, on va devoir s'arrêter. On a peu abordé, il y avait toutes les questions vous l'avez évoqué, donc la question de la démocratie, Oui. l'accès démocratique, de la question de l'authentification. On est quand même dans une période où le numérique et les vérités alternatives font bon ménage. Tout ça, toutes ces questions se posent en tout cas de façon aiguë. Dans les questions qu'on ne va pas poser aussi, parce qu'on va s'arrêter là, il y avait des questions sur toute la question des archives archéologiques qui aurait pu aussi être très intéressante. Et puis, une collègue, a priori, qui signale aussi la difficulté à trouver des prestataires, des gens pour produire de l'archive, pour aller vers les systèmes, les SEA que vous proposez. C'est effectivement des choses qu'on voit aussi. On va s'arrêter là. On voit qu'il y a encore plein de questions possibles. Merci beaucoup. C'était très riche et sans doute qu'on peut se donner rendez-vous dans pas si longtemps que ça. Écoutez, avec plaisir. Avec plaisir pour revenir, moi-même ou une collègue, pour approfondir, par exemple, les questions que vous venez d'aborder, qui sont effectivement des questions très importantes, qu'on a à cœur de traiter pour ce qui concerne les enjeux démocratiques, bien sûr. Et puis, ces travaux sont très, très largement, ces pratiques sont très, très largement elles-mêmes des enjeux de transformation actuelle. Et cette transformation vers le numérique est loin d'être achevée. Bon, merci encore. Et juste pour terminer, vous annoncez la prochaine séance le 10 février, 13h30, 15h comme d'habitude. Et ce sera sur 2Z, qui est un outil numérique pour archiver et reconstituer les spectacles d'hier et d'aujourd'hui. Et l'intervention sera menée par Joanne Hénard de l'Université de Rouen, donc un outil pour archiver, penser et reconstituer le spectacle vivant d'aujourd'hui, mais aussi d'hier. Bonne après-midi à tout le monde. Au revoir, merci.